Alors, je continue toujours dans le même sujet de l'évolution de la conscience évolutionnaire. Je veux étudier avec vous la relation entre la conscience et le contrôle que l'homme doit avoir sur sa vie. De la conscience sans contrôle, c'est une forme de possession. De la conscience sans contrôle, c'est une forme de possession. Ce que je veux dire par ceci, c'est que la vie dans son ensemble, surtout lorsque l'homme est conscient des plans occultes, la vie dans son ensemble est le sujet d'une programmation. Et cette programmation-là, elle est très rigide. Chez certains individus, elle est très forte. Et l'ouverture du canal entre le plan matériel et les plans supérieurs, dans la mesure où l'homme n'a pas le contrôle sur sa vie ou ne sait pas comment se donner le contrôle sur sa vie, résulte éventuellement en une forme subtile de possession. Ce que je veux dire par la possession, ce que j'appelle possession, c'est une forme consciente ou demi-consciente de relation ou d'éveil entre le plan matériel et les plans subtils. Et cette forme de demi-relation ou de demi-possession entre le plan matériel et le plan subtil crée chez l'homme un niveau de stress psychique qui peut être extrêmement ardu sur le plan de la personnalité, sur le plan de son ego, et résulter au cours de son expérience planétaire en une forme d'initiation qui n'a pas de terme, qui n'a pas de fin. Donc, quand on parle de conscience, en tout cas moi, quand je parle de conscience, je ne peux pas parler de conscience simplement dans un sens idéaliste, dans un sens formaliste ou dans un sens philosophique du terme. Pour moi, la conscience n'est pas un aspect sine qua non de la vie matérielle. Être conscient, c'est une chose. Être conscient, c'est intéressant parce que ça nous donne accès à d'autres volets de l'expérience. Mais de la conscience sans contrôle, c'est un peu comme un bateau sur la vague sans gouvernail. Et en ce qui me concerne, de la conscience sans contrôle, c'est une forme de spiritualité, autrement dit, c'est une forme d'énergie qui n'a pas été intégrée par l'ego et qui, éventuellement, à court ou à long terme, rendra la vie de l'homme extrêmement difficile, l'appauvrira sur le plan matériel, fera de sa vie matérielle possiblement un enfer, s'il n'en arrive pas éventuellement à retourner la pierre et intégrer cette énergie, c'est-à-dire développer un contrôle suffisamment grand pour lui permettre finalement de stabiliser sa relation avec les plans et refermer le canal. C'est très très difficile pour les gens spirituels, pour les gens en voie d'évolution de conscience, de s'imaginer que le canal s'ouvre ou doit être ouvert pour accéder à certaines connexions, à certaines connaissances, mais que le canal un jour doit être refermé. Pour nous, quand on est spirituel, on a tendance à penser que le canal doit être ouvert et rester ouvert et demeurer ouvert, et plus il est ouvert, mieux c'est, et ce n'est pas le cas, et l'homme découvrira ceci à son chagrin.
Ce n'est pas parce que le canal se referme que l'homme perd conscience. Mais lorsque le canal se referme ou que l'homme est capable de refermer le canal parce qu'il a un certain contrôle sur sa vie, à ce moment-là, l'homme commence à avoir un peu plus de paix dans sa vie, dans son esprit, et ultimement, sur le plan matériel, il peut reprendre le contrôle de son existence que temporairement il perd dans un processus d'initiation solaire. Donc, idéaliser la conscience, comme on peut le faire facilement, ça s'avère ou s'avérera pour l'homme une expérience difficile et l'amènera éventuellement à développer une plus grande carence en énergie négative qu'il a mis de côté pendant son développement ou pendant son acheminement vers une conscience spirituelle. Le problème avec l'être conscient qui n'a pas intégré son énergie, c'est qu'il n'a pas suffisamment d'énergie négative. Beaucoup d'êtres ont beaucoup d'énergie positive et trop d'énergie positive, ce n'est pas bon parce que ça ne vous permet pas de vous protéger contre les programmations, contre les forces occultes qui sous-tendent l'existence planétaire. Donc, je suis totalement contre une trop grande conscience spirituelle qui s'abreuve énormément d'énergie positive. D'ailleurs, les gens qui ont trop d'énergie positive, ce sont des gens qui sont débalancés. Ce n'est pas normal d'avoir trop d'énergie positive. La vie est faite d'énergie positive et d'énergie négative. Il doit y avoir un équilibre entre les deux. Donc, l'énergie négative vous permettra à l'homme de développer le contrôle sur les aspects occultes de sa conscience, alors que l'énergie positive permettra l'ouverture du canal, et c'est ça que l'homme doit comprendre et doit réaliser. L'énergie positive ouvre le canal, l'énergie négative le refermera. Si vous n'avez pas d'énergie négative, si vous n'avez pas suffisamment d'énergie négative, vous ne pourrez pas refermer le canal et l'homme demeurera un être éveillé à des plans supérieurs, mais extrêmement paralysé par ces forces-là qui peuvent être extrêmement puissantes et très dominatrices. D'ailleurs, le principe de la domination, si on le développe dans le cadre d'une expérience plus avancée, le principe de la domination, c'est l'empêchement à partir des plans que tout homme vit sur le plan matériel lorsqu'il veut vivre, veut se donner une direction et qu'il se découvre, qu'il se voit forcé d'en prendre une autre pour des raisons de programmation. Et ceci fait partie de l'expérience de l'homme, ça fait partie de l'expérience de l'âme, ça fait partie du processus d'intégration que l'homme doit éventuellement en arriver à définir, à finaliser, afin de pouvoir finalement, à un certain point au cours de son expérience, en arriver à avoir une grande paix d'esprit et finalement commencer à jouir de la vie. Sinon, l'homme ne jouit pas de la vie parce que il est de plus en plus bousculé par des forces dont il ne connaît pas l'agenda. Donc, l'idéalisation des forces occultes, qui fait partie un peu de l'inconscience spirituelle du monde occidental et du monde oriental, sera pour l'homme avancé de demain un talon d'Achille qu'il devra éventuellement protéger, afin de se protéger lui-même contre des forces de vie qui sont totalement anti-hommes, dans le sens que l'homme peut définir ses forces de vie. Il n'y a pas en dehors de la matière, tout ce qui est en dehors de la vie matérielle, tout ce qui n'est pas été incarné, tout ce qui n'est pas incorporé dans un corps matériel, tout ce qui vit d'autres lois, tout ce qui vit à l'extérieur de l'expérience humaine, a un agenda par rapport à l'homme. Autrement dit, le monde des esprits, le monde des forces occultes, appelez ça comme vous voulez, quelle que soit la dénomination, quelle que soit la cosmogonie, quelle que soit la qualité universelle, quel que soit le symbolisme, quelle que soit la métaphysique des mondes parallèles, quelle que soit la réalité des mondes parallèles en relation avec lesquels l'homme s'exécute sur le plan matériel, tous ces mondes sont techniquement anti-hommes, dans ce sens qu'ils ne participent pas
égoïquement à la vie matérielle. Et quand on ne participe pas égoïquement à la vie matérielle, et qu'on est en relation avec la vie matérielle, à ce moment-là, l'être, sur le plan matériel, l'âme incarnée, donc l'homme, est sujet à subir à un niveau ou à un autre, une forme de défaite par rapport aux forces occultes, et ceci fait partie de ce qu'on appelle l'initiation solaire. Ceci est nécessaire, ceci donne à l'homme des points de vue extrêmement avancés en ce qui concerne les mondes parallèles, le monde de la mort, les mondes morontiels et tout ceci, mais ceci n'a rien à voir avec son expérience techniquement matérielle, c'est-à-dire celle qui convient à son ego d'appeler la vie terrestre. Donc l'idéalisation ou la spiritualisation de toute forme de conscience qui fait partie du dialogue intérieur de l'homme occidental comme de l'homme oriental, éventuellement sera mise à jour et réalisée par l'homme un peu plus conscient, comme étant une déformation du lien occulte entre le plan de l'âme et le plan de l'esprit. Et cette déformation servira d'expérience à l'homme, mais ultimement devrait être altérée parce que l'homme doit être un jour libre. Être libre, ce n'est pas simplement un état d'esprit qui permet à l'homme de comprendre la vie matérielle, comprendre les hommes, comprendre la société. Être libre, ce n'est pas simplement être libre par rapport à la société, ou ses concepts, ou ses structures, ou ses idéologies. Mais être libre veut dire aussi, et surtout, être libre du monde des esprits. Et l'homme ne peut pas être libre du monde des esprits s'il est moindrement spirituel, c'est-à-dire s'il est moindrement rattaché à eux par une vibration qu'il ne réussit pas à contrôler parce qu'il n'est pas suffisamment intelligent de la programmation à l'intérieur de laquelle il a été plongé pour son évolution en tant qu'âme incarnée sur la Terre. La Terre est une école. La vie est une expérience qui tantôt est plaisante, tantôt déplaisante. Mais lorsque l'homme devient conscient des plans occultes, la vie est toujours déplaisante. La vie est toujours déplaisante lorsque l'homme est en contact avec des plans occultes. Et plus l'homme sera en contact avec des plans occultes, plus il réalisera ceci. Parce qu'à un certain point dans son évolution, lorsqu'il aura mis un thème à son désir spirituel et qu'il aura finalement façonné un lien avec ces forces-là, un lien suffisamment mis à jour pour qu'il en comprenne l'autre face, l'autre visage, l'homme s'apercevra que les forces occultes sont fondamentalement anti-hommes et que le seul aspect de la conscience humaine qui vaille la peine d'être vécu sur une planète expérimentale, c'est la destruction de son lien avec eux en tant que canal. L'homme doit redétruire le canal qu'il a ouvert pour prendre conscience des forces occultes. S'il maintient le canal ouvert parce qu'il est spirituel, à ce moment-là, il vivra une initiation solaire qui pourra durer des années et qui mettra finalement fin à son existence libre sur la Terre parce qu'il sera, dans un certain sens, un être possédé par les forces occultes qui conviennent à l'exécution de son plan matériel en fonction de son lien universel sur la Terre. Et si vous regardez les gens qui sont moindrement en évolution de conscience, les gens qui sont moindrement détachés un peu du plan matériel, qui ont tendance à idéaliser l'occulte, ou qui ont tendance à spiritualiser leur lien avec l'occulte, vous verrez que ces gens-là ont des vies qui sont affectés par les plans, ils ont de la difficulté à s'incarner, à se grounder, comme on dit, ils ont de la difficulté avec la matière, ils ont de la difficulté avec les hommes, ils ne sont pas capables de se conformer dans une société telle que la nôtre à des protocoles qui sont nécessaires si on veut avoir une vie normale. Et ces hommes, ces femmes, on découvre dans l'expérience avec eux autres, lorsqu'on les côtoie, qu'ils sont dans un sens débalancé, qu'ils ne sont pas capables, pour une raison ou une autre, d'exécuter pro forma une psychologie qui leur apporterait une certaine paix d'esprit.
ils sont extrêmement sensibles intérieurement, ils ont beaucoup de difficultés à vivre en relation avec le monde matériel, le monde social, la société telle qu'elle est aujourd'hui, et ils en souffrent éventuellement parce que ils se découpent de la société et éventuellement perdent leur capacité de fonctionner dans un monde qui est techniquement humain, même s'il n'est pas très avancé. La société humaine n'est pas un Shangri-La, elle ne l'a jamais été, elle ne le sera jamais. Et l'homme qui recherche le Shangri-La dans la société humaine perd son temps. Ça fait partie de sa conscience spirituelle. Ça peut aussi faire partie de l'ouverture de son canal avec les plans. Et éventuellement, ça deviendra pour lui son talon d'Achille parce que l'homme doit retourner dans le monde, mais avec une conscience qui lui permet de se protéger et en même temps de s'exécuter afin de pouvoir être libre des forces occultes. Je veux regarder avec vous la conscience des forces occultes ou des plans occultes tels que je l'ai dans mon expérience. Les forces occultes sont des forces, même si ce sont des forces occultes très évoluées, très avancées sur les plans, les forces occultes sont des forces qui ont un agenda très précis. Et cet agenda, c'est la fusion avec l'homme. Les forces occultes, les forces systémiques veulent fusionner avec l'homme au cours de l'évolution de l'espèce humaine. Que ceci prenne 2000 ans, 15 000 ans, 30 000 ans, 75 000 ans, c'est sans importance. Le temps pour eux fait partie de leur dimension et ce qu'ils voient, ce qu'ils savent, ce qu'ils veulent exécuter au cours des âges ne fait pas nécessairement partie de l'agenda humain. Donc, lorsque l'homme vient en contact avec ses forces à un niveau ou à un autre, qu'il en ait beaucoup très conscience ou peu, l'homme est constamment violé dans sa capacité de faire une gestion matérielle normale de sa vie, une gestion créative de sa vie. Donc les forces apportent en relation avec son expérience des obstacles abominables dépendant du degré ou du lien que les hommes ont avec eux. Dans le cas des initiés comme moi-même, les oppositions sont abominables, même si les initiés réussissent éventuellement à neutraliser ces oppositions parce qu'ils ont une grande conscience des lois occultes, l'esprit devient très fatigué et l'homme éventuellement ne veut plus travailler avec les forces, ne veut plus convenir des forces parce que l'homme finalement en arrive à comprendre que les forces occultes, qu'elles soient dématérialisées ou qu'elles soient dans l'invisible ou qu'elles soient sur notre plan, ont toujours l'agenda de la domination. Et la domination chez l'homme doit être détruite au cours de son évolution parce que c'est la domination qui empêche l'homme de ne plus se réincarner. L'homme se réincarne par domination. Lorsque l'homme ne sera plus dominable, dans ce sens que lorsque son esprit sera totalement libre des plans subtils, l'homme aura une conscience morontielle et il n'aura plus besoin de se réincarner sur le plan matériel ou de s'incarner sur le plan matériel parce qu'il aura une conscience universelle, c'est-à-dire qu'il y aura une conscience immortalisée et qu'il n'appartiendra plus à la race, à la race à la race des hommes, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Mais ceci est un long plan de vie, ceci est une longue programmation, et ce sont les forces occultes qui savent, qui sont conscientes de ces longues programmations. L'homme ne l'est pas, à moins d'avoir un lien avec elles d'un certain niveau. Par contre, le lien entre l'homme et les plantes, quelle que soit leur universalité, demeure toujours un lien où l'homme est assujetti au plan parce que dans son éducation, dans sa mémoire, en tant qu'être appartenant à la race des hommes, à la race des Adams, l'homme vit énormément de mémoire. Donc il a une conscience spirituelle qui neutralise son intelligence à tous les niveaux de son expérience, à tous les niveaux de son existence. La conscience spirituelle de l'homme neutralise, paralyse son intelligence. Parce que l'intelligence de l'homme doit être utilisée pour se protéger contre les forces occultes et non pas aller dans leur sens. Et lorsque l'homme va dans le sens des forces occultes, consciemment ou inconsciemment, à cause de sa spiritualité, ou à cause d'un état de conscience qui n'a pas été suffisamment intégré, l'homme participe à l'expérience de l'âme, donc il est obligé, sur le plan humain, de souffrir, c'est-à-dire
de participer à ce feu cosmique qui brûle son âme et qui crée dans son être un lien indélébile entre lui et le plan mental, c'est-à-dire entre lui et le monde des esprits qui ne sont pas incarnés ou qui ne s'incarnent pas en tant qu'âme et qui font partie simplement de ces êtres qu'on appelle les êtres de lumière. Mais pour moi, les êtres de lumière et les entités dans l'astral sont d'une même équivalence, dans ce sens que ces êtres-là ont des agendas, tous les êtres ont des agendas, même les ajusteurs de pensée ont des agendas, et tout être qui a un agenda par rapport à un homme, par rapport à un incarné, automatiquement bénéficie d'une grande échelle de temps, alors que l'incarné ne bénéficie pas de cette échelle de temps, donc ne peut pas connaître objectivement la relation entre l'ajusteur de pensée et l'homme sur un plan d'évolution, sur un plan de fusion et éventuellement sur un plan de mononcialité, immortelle. Donc à ce moment-là et à cause de ceci, l'homme est obligé de subir l'expérience de son lien avec l'ajusteur de pensée jusqu'au niveau de la fusion et éventuellement en mourir pour se retrouver en conscience libre sur un plan mononciel où finalement il comprend parfaitement la relation avec lui et l'ajusteur de pensée, mais je sais que pour des raisons de redistribution d'énergie et de réorganisation politique dans les mondes morontiels systémiques au-delà du plan matériel, éventuellement les hommes feront la guerre aux êtres de lumière pour créer dans les mondes immatériaux de la morontialité une nouvelle civilisation où les êtres seront finalement libres en incarnation et où la terreur de l'incarnation n'existera plus parce que la quarantaine qui a fait partie de l'expérience de la Terre ne fera plus partie de la quarantaine de l'expérience terrestre sur le plan éthérique. Et ces êtres-là le savent. Tous le savent. Cette connaissance-là, elle est acquise, elle est sue, elle n'est pas nécessairement sue aujourd'hui sur le plan terrestre parce que il y a peu d'hommes sur la Terre aujourd'hui qui accèdent à ces plans de conscience, à ces archives, mais ces intelligences savent qu'éventuellement l'homme fera la guerre aux dominations qui, pendant l'évolution, pendant des milliards d'années, des milliers d'années sur notre planète et des milliards d'années dans l'univers local, des dominations qui ont dominé la conscience, dominé l'âme, pour en arriver finalement à s'unir avec elle, s'unifier dans une fusion qui permettra un jour à l'homme de devenir finalement les êtres en autorité dans le système local au lieu d'être des êtres qui ont été, comme pendant le passé, pendant des milliers d'années, asservis à des forces occultes et spirituelles d'un grand ordre et qui ont été, pour cette raison, réduits à une forme d'incarnation matérielle qui est sujette à une programmation très très rigide, ce qui va ultimement contre les lois cosmiques de la liberté. Autrement dit, l'homme sur la Terre, le principe de luciférien qui représente la descente des forces cosmiques dans l'homme, ce principe luciférien est basé sur les lois de la domination, et les êtres dans le cosmos local, qu'ils soient sur le plan astral ou qu'ils soient sur le plan matériel, sont tous régis par la domination, et c'est seulement l'homme qui détruira un jour la domination, et lorsque la domination sera réduite ou éliminée de la conscience humaine, dans ce sens que l'homme ne sera plus dominable par des entités des autres mondes ou de l'autre versant, à ce moment-là, l'incarnation matérielle n'existera plus sur la Terre, l'homme entrera dans une phase d'évolution jupitérienne et l'homme créera un autre niveau de civilisation qui ne fait pas aujourd'hui partie de la conscience systémique actuelle, ni des archives qui servent à maintenir un lien entre lui et les plans dans le mode de l'expérience mémorielle. Donc, très important pour l'homme de stabiliser sa vie, de reprendre le contrôle, de refermer le canal. C'est un peu comme vous ouvrez les fenêtres chez vous pour prendre un peu d'air, mais vous les refermez. On ouvre la fenêtre, on prend de l'air, on prend conscience, mais quand la bourrasque vient, on referme la fenêtre. Et l'homme refermera la fenêtre, parce qu'un homme n'a pas besoin du contact, n'a pas besoin du canal pour s'exécuter créativement, puisque l'exécution créative de l'homme sur le plan mental est
totalement relié à sa capacité d'instantanément reconnaître, comprendre, identifier, décoder ce qu'on appelle la vibration. Qu'est-ce que c'est une vibration? Une vibration, c'est une forme de pensée cosmique qui est mise en mouvement à partir des plans pour créer dans le mental humain ce qu'on appelle une pensée, mais une pensée qui n'est pas codifiée, qui n'est pas symbolisée, qui n'appartient pas au monde de la pensée réfléchie. C'est une pensée qui appartient au monde mental, c'est-à-dire à un monde où l'accès à la connaissance est instantané, c'est-à-dire à un monde où la relation entre l'invisible et le matériel est très étroite, avec cette différence que l'invisible n'est pas matérialisé parce que l'homme, tant qu'il est incarné dans le plan matériel, doit être soustrait aux présences. Sinon, s'il n'était pas soustrait aux présences, à cause de la beauté des présences, il serait obligé de mourir pour maintenir son équilibre. Donc l'homme ne peut pas vivre dans un corps matériel et être en présence des présences parce que le choc serait trop grand et automatiquement son esprit serait libéré du corps matériel et il serait obligé de mourir, c'est-à-dire de changer de plan pour se retrouver en face de ses présences dans un lien, disons, de parenté ou dans un lien suffisamment développé pour qu'il puisse travailler avec elle. Donc, puisque l'homme n'est pas ou ne doit pas ou ne peut pas être en face des présences au cours de son expérience matérielle, il peut par contre vivre la présence par rapport à un taux vibratoire extrêmement élevé qui est créé dans son mental lorsque l'ouverture du canal se fait, surtout à partir du moment où il a été rendu conscient de la nature de la pensée, de l'origine de la pensée et des mondes qui s'occupent de manifester la pensée ou de la créer pour établir un lien psychologique entre le plan matériel et le plan mental afin de donner une conscience qu'on appelle sur la Terre la conscience égoïque ou la conscience humaine. Mais une fois que ce travail-là a été établi, qu'il a été stabilisé et que l'homme puisse travailler entre parenthèses consciemment avec les plans, c'est-à-dire identifier par vibration la communication qui fait partie de son lien avec eux, à ce moment-là, l'homme devient de plus en plus libre et éventuellement reconnaît que les plans ont un agenda et que cet agenda va à l'encontre de sa conscience mortelle. L'agenda va à l'encontre de sa conscience mortelle. Qu'est-ce qu'une conscience mortelle? Une conscience mortelle, c'est une conscience qui est forcée, pour des raisons cosmiques, pour des raisons systémiques, de ne pas pouvoir identifier la présence des présences. Lorsqu'un homme est en présence des présences, l'initiation pour lui n'est plus possible, la souffrance pour lui n'est plus possible, parce qu'il a vu. Lorsqu'un homme a vu, l'homme ne peut plus douter de sa conscience, l'homme ne peut plus revisiter par mémoire le monde de la mort, donc il ne peut pas avoir peur de la mort. L'homme a une conscience tellement vaste de l'avenir, des mondes, des champs de conscience, des champs d'expertise de ces consciences, qu'à ce moment-là, il est inutile pour lui de vivre sur le plan matériel. Et à partir du moment où il est inutile pour un homme de vivre sur le plan matériel, après qu'il a été mis en présence des présences, il ne lui reste qu'à passer à la conscience morontielle pour finalement retrouver une position systémique qui convient à son esprit unifié, c'est-à-dire à son esprit unifié avec l'âme, ce qu'on appelle la fusion. Donc nous vivons sur la Terre énormément d'illusions, il y a beaucoup d'illusions, nous sommes au début d'une évolution spirituelle, historique, nous sommes au début d'une évolution consciente, historique, nous n'aurons jamais parfaitement conscience de ce début, de cette évolution, parce que elle fait partie d'un mouvement cosmique, donc l'homme a une conscience historique extrêmement limitée en ce qui concerne l'agenda des plans sur la Terre. Un peu comme, disons, le Nazaréen avait une conscience extrêmement limitée de son agenda sur la Terre lorsqu'il vivait il y a 2000 ans. Bon. C'est la même chose pour l'homme conscient d'aujourd'hui. Il a une conscience extrêmement limitée des conséquences de ce mouvement de conscience cosmique sur la Terre. Surtout avec l'évolution actuelle au niveau de la science, au niveau
en ce qui concerne le mouvement exponentiel de sa conscience, l'ouverture du centre mental, le développement des nouvelles architectures du mental, c'est-à-dire la capacité chez l'homme moderne de finalement abattre le passé complètement pour se retrouver dans le désert du nouveau, c'est-à-dire renouveler créativement, instantanément toute forme de conscience dont il a de besoin pour comprendre ce qu'on appelle les mystères, c'est-à-dire l'infinité qui antécède son incarnation. Donc, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'évolution, il y a beaucoup d'expériences que l'homme vivra au cours de l'évolution future. Et aujourd'hui, dans un temps extrêmement limité où sa conscience est en flux, c'est-à-dire où sa conscience est mise en contact plus ou moins intégrée avec des plans cosmiques systémiques, l'homme doit apprendre et comprendre le plus rapidement possible que l'idéalisation de la conscience, de ce que nous appelons la conscience, à cause de l'ouverture de ses centres psychiques, c'est une illusion spirituelle, c'est une déformation de la réalité, et éventuellement cette idéalisation devrait être mise complètement de côté afin que l'homme puisse éventuellement prendre conscience de ses moyens, développer une volonté absolument formidable en ce qui concerne les oppositions dans la vie et la brisure de l'agenda occulte de sa programmation. Mais l'homme n'a pas cette volonté. L'homme n'a pas beaucoup de volonté. D'ailleurs, l'homme n'a pas de volonté techniquement. Il fait beaucoup d'efforts, il n'a pas de volonté. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est de la volonté. Et qu'est-ce que c'est de la volonté si on la définit comme à partir d'un plan un peu plus mental? La volonté, c'est la capacité d'un être incarné de se soustraire, quel qu'en soit le prix, à toute forme de souffrance matérielle. La volonté, pour un être conscient, c'est de se soustraire, quel qu'en soit le prix, à toute forme de souffrance créée sur la Terre, en relation avec sa programmation, en relation avec les plans, en relation avec la fusion, en relation avec sa conscience spirituelle, en relation avec les dictées spirituelles, en relation avec les mondes invisibles. Un homme qui souffre n'est pas encore dans sa pleine volonté. Donc ça nous donne une idée où est-ce qu'on en est en ce qui concerne notre évolution. Et sachez une chose, que la souffrance pour un être humain est inversement proportionnelle à son degré de conscience. Plus un homme est conscient, plus il souffre. Moi, je souffre plus que vous, et je souffrirai toujours plus que vous. Donc, un être qui dit qu'il ne souffre pas a très peu de conscience. Donc, la souffrance fait partie de la conscience des plans, de la conscience de l'agenda, de la conscience de la programmation, et le but de l'homme en tant qu'initié, c'est-à-dire en tant qu'être qui finalement vient à la rencontre de ces forces, de ces grandes forces qui sous-tendent la conscience, le développement de la conscience, le développement de l'ego, l'incarnation, le mouvement de l'âme, l'expérience de l'âme, les karmas de l'âme, toutes ces forces. L'homme, finalement, en arrive un jour à les réaliser comme étant anti-homme. Aucune force cosmique systémique locale est pro-humaine à l'heure actuelle. Aucune. Que ce soit sur le plan des entités astrales, que ce soit sur le plan des entités mentales, il n'existe aucune force occulte, systémique, dans le monde local qui soit pro-homme, pro-humaine. Si l'homme avait contact avec des forces qui soient pro-humaines, dans le sens humain du terme, je ne parle pas dans le sens cosmique du terme, qu'il y ait des forces cosmiques qui sont pro-homme dans le sens cosmique, sur l'échelle cosmique, oui. Un ajusteur de pensée, c'est une force cosmique, c'est une entité cosmique qui est pro-humaine, qui est pro-évolution, mais avec un agenda cosmique. Que ce soit un agenda de 10 ans, 30 ans, 50 000 ans, 100 000 ans, mais 100 000 ans pour un homme, c'est sans aucune conséquence. Et si l'homme avait contact avec des forces cosmiques qui avaient
aucun agenda contre l'homme, dans ce sens que ces forces travailleraient avec l'homme, en relation avec sa volonté, en relation avec sa conscience, en relation avec son état mental. L'homme aurait un pouvoir sur la terre d'un tel ordre que la civilisation terrestre telle que nous la connaissons disparaîtrait en un clin d'œil. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, l'homme aurait une connaissance instantanée de la science, de la maladie, des époques, de l'histoire, de la politique, de la psychologie, de la génétique, du nucléaire, du feu, des 4 éléments. L'homme aurait une connaissance instantanée qu'il pourrait appliquer, alors que l'homme aujourd'hui peut avoir une connaissance instantanée, mais il ne peut pas l'appliquer. Pourquoi il ne peut pas l'appliquer? Parce que la civilisation doit continuer à se mouvoir dans son mouvement actuel, contemporain, parce qu'il y a énormément d'âmes dans le plan astral qui veulent s'incarner pour éventuellement en arriver à fusionner au cours des âges. Donc ce n'est pas le temps pour l'homme de créer une civilisation à sa mesure. Ceci se fera sur le plan volontiel, et les hommes qui pensent qu'un jour, sur le plan matériel, l'homme pourra faire des choses à sa mesure, sont dans une illusion spirituelle idéalisée par une mémoire de race qui croit à la magie des sphères. Désolé. Mais c'est comme ça. Et vous regarderez au cours de votre propre évolution personnelle, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous regarderez que la magie des sphères, plus vous allez avancer en conscience, plus la magie des sphères se retire. Donc ceux qui auront cru à la magie, ceux qui auront cru à la pierre philosophale, ceux qui auront cru au changement du fer en or, ceux qui auront cru à l'ésotérisme évolutif de l'involution, verront que, à partir d'un certain moment, lorsque l'homme se conscientise, les voiles astro se déchirent devant lui, et il voit et il s'aperçoit qu'il n'y a aucune relation entre les plans et la magie ancestrale de l'homme, c'est-à-dire la magie astrale que lui a toujours préconisée comme faisant partie de son développement spirituel. Il n'y aura aucune magie sur la terre tant que l'homme ne mourra pas et ne passera pas une conscience morontielle immortalisée. L'homme est sur la terre comme étudiant, l'homme est sur une planète expérimentale et jamais les forces occultes ne se prêteront à sa volonté parce que les forces occultes ont un agenda qui dépasse et qui défie son ego spirituel. J'ai plus d'expérience avec les plans occultes que n'importe qui sur cette planète. Qu'ils viennent de l'Occident ou qu'ils viennent de l'Orient. Je connais parfaitement les plans. Je travaille contre les plans depuis une trentaine d'années. J'ai mis ma vie à les démasquer pour que l'homme puisse apprendre, comprendre, saisir. J'ai mis l'homme en face du mensonge cosmique qui fait partie des fondations de la nouvelle pensée occulte. J'ai fait comprendre que la pensée vient d'ailleurs. Et je vous fais comprendre aujourd'hui que les plans ont un agenda et qu'ils sont anti-hommes. À tous les niveaux. Rappelez-vous la parole du Christ ou du Nazaréen sur la croix lorsqu'il disait Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous vous rappelez de ça, hein? Quand on était jeune, on étudiait ça dans le catéchisme. Pourquoi m'avez-vous abandonné? Les forces occultes abandonnent toujours les initiés, parce que les initiés rendus à un certain point d'évolution, éventuellement en arrivent, surtout l'initié moderne, parce que l'initié moderne est beaucoup plus intelligent que l'initié ancien. L'initié moderne en arrive éventuellement à comprendre le jeu des forces. Et lorsque l'homme aura compris les jeux des forces occultes sur la terre, l'homme se séparera de ses forces avec une telle violence,
que le silence s'établira dans sa conscience, que le canal se refermera et que jamais plus il ne parlera avec son ajusteur de pensée. Et lorsque ce jour sera venu sur les plans, on saura que le temps est venu pour que l'homme, finalement, devienne lumière, c'est-à-dire qu'il devienne ce qu'il a toujours été, une âme sans mémoire, simplement une âme en feu, c'est-à-dire une énergie qui a le pouvoir, sur le plan mental, de comprendre, de s'exécuter et d'affirmer sa volonté sans qu'il y ait aucune opposition à partir des plans en fonction d'une programmation quelconque. Sur le plan politique, vous savez très bien que le pouvoir ne se donne, que le pouvoir ne cesse jamais par lui-même. Les révolutions sur la Terre ont fait la preuve que lorsque le pouvoir doit être éliminé, il faut qu'il soit renversé par une révolution. La Russie, ça a été le cas. En France, ça a été le cas. Le pouvoir ne cesse que lorsque les hommes se rebellent contre la domination, contre cette domination. C'est la même chose sur les plans occultes. Lorsque l'homme se rebellera contre les plans occultes, l'homme finalement prendra conscience de lui-même et finalement en arrivera finalement à prendre sur lui-même la responsabilité de sa propre conscience. C'est-à-dire qu'il pourra s'exécuter créativement en ce qui concerne sa propre énergie et ne sera plus le produit d'une affiliation avec les plans occultes. Il y aura fusion, il y aura intégration, il y aura unification, mais l'homme sera homme à sa propre mesure et l'homme ne sera plus à aucun niveau un fils de la lumière. Rappelez-vous ce que je vous dis? L'homme ne sera plus fils de la lumière. Et on a chanté pendant des siècles cette chanson, cette mesure. On a parlé des fils de la lumière. On a vanté les fils de la lumière. On a proposé que l'homme soit fils de la lumière. On a écrit ces paroles à des milliers d'exemplaires dans des milliers de catalogues. L'homme de demain ne sera plus fils de la lumière. Il sera simplement créateur, il sera indépendant dans son esprit. Il aura le pouvoir de savoir. Il aura un discernement intégral, parce que finalement sa pensée sera découplée de celle du monde de la mort. C'est-à-dire que, une fois que l'homme ne pense plus par rapport à une mémoire qui est archivée, qu'il est capable instantanément d'affronter toute forme d'opposition psychique sur le plan des architectures du mental, il est capable sur le plan humain de créer toute nouvelle forme de conscience, c'est-à-dire de science ou de connaissance qui convient à son esprit et à libre échange entre lui et les plans occultes. Et à ce moment-là, les plans occultes peuvent commencer à apprendre de lui au lieu que lui apprenne toujours d'eux, comme ce fut le cas pendant l'évolution, ce qui a été responsable de la conscience spirituelle de l'homme sur la Terre. Lorsque l'homme cessera d'apprendre à partir des plans occultes, qu'il établira lui-même le codex, qu'il établira lui-même les protocoles d'entente, et qu'il sera lui-même la mesure des mesures, l'homme n'aura plus à apprendre quoi que ce soit des entités, et à ce moment-là, les entités commenceront à travailler à un autre niveau et à le rencontrer une fois qu'il sortira de son corps matériel en conscience morontielle pour finalement créer avec lui une nouvelle civilisation, une civilisation où le corps matériel ne sera plus utile, nécessaire, mais où la conscience de l'homme sera totalement unique, unifiée et en pleine grandeur, c'est-à-dire en pleine possession de ses pouvoirs, comme l'homme ne l'a jamais été sur la terre et comme il ne le sera jamais, même sur le plan astral, dans le monde de ses rêves. Il y a plus de connaissances occultes dans la province de Québec qu'il y a sur toute la planète aujourd'hui.
Et je dis occulte. Je ne parle pas de connaissances ésotériques, je parle de connaissances occultes. Quelle est la différence entre la connaissance ésotérique et la connaissance occulte? La connaissance ésotérique, c'est la connaissance qui descend dans le couloir de l'humanité, dans le couloir historique, pour parvenir à l'homme moderne, à l'homme contemporain. C'est une connaissance qui ne fait pas partie de lui. C'est une connaissance qui fait partie de la conscience des anciens, qui fait partie de la recherche des anciens, et qui finalement atterrit ou finit sur la grève moderne, de la conscience moderne, sans aucune puissance. Alors que la connaissance occulte commence à peine sur la terre de dévoiler son visage, elle commence à peine de jeter de la lumière sur les mystères, et elle commence à peine d'éclairer l'horizon de la conscience future de l'homme, parce que il n'y a pas suffisamment d'hommes qui ont suffisamment parlé pour créer un suffisant volume de connaissances. C'est la seule différence. Mais avec les temps, les âges, les générations, les hommes parleront, et au fur et à mesure où ils parleront, les hommes apporteront de la connaissance occulte sur la terre, et éventuellement, l'homme s'apercevra qu'il doit être sevré des forces qui lui ont donné naissance sur les plans spirituels. C'est pour ça que je dis que l'homme nouveau ne sera pas fils de la lumière, mais qu'il sera père à la conjonction des forces qui contribuent à l'évolution des consciences systémiques. Et lorsque l'homme sera devenu père à la conjonction des forces qui représentent pour l'avenir une nouvelle civilisation, les forces occultes prendront place à une seconde échelle dans sa conscience et ne seront plus là dans sa conscience pour éprouver son âme, comme ce fut le cas durant l'évolution. Donc l'homme ne sera plus sur la terre un être mortel dans le sens de l'expérience existentielle de son moi. L'homme aura survécu complètement à la division de son être. L'homme sera total, intégral, unifié, et il n'aura au-dessus de lui aucune autorité. Ni contemporaine, ni historique, ni planétaire, ni occulte. Un homme conscient n'a au-dessus de lui aucune autorité. Quelle est l'origine de l'autorité? Si on en fait l'autopsie occulte. Une autorité, c'est une conscience qui est supérieure à une autre parce qu'elle a sur une autre un avantage temporel. Si vous avez 25 ans de vie, vous avez plus d'autorité qu'un enfant de 6 ans de vie, parce que vous avez sur cet ou contre cet enfant un avantage temporel. Si vous êtes une entité en forme astrale, vous avez sur l'homme une autorité parce que vous avez sur lui un avantage temporel. Si vous êtes un ajusteur de pensée, vous avez contre l'homme ou sur l'homme un avantage autant spirituel que cosmologique parce que vous avez sur lui un avantage temporel. Qu'est-ce que c'est avoir un avantage temporel? Avoir un avantage temporel sur un être, c'est avoir une position par rapport à lui qui l'empêche de connaître vos intentions ou la profondeur de vos intentions. Ce que j'appelle un agenda. Si les hommes connaissaient l'agenda des forces spirituelles, autant astrales que mentales, qui constituent pour lui ce qu'on appelle des guides ou une guidance spirituelle, l'homme s'apercevrait que ces êtres-là sont beaucoup plus en position de le dominer qu'en position de l'aider dans le sens mortel du terme. De là l'expérience terrestre, de là l'importance de la Terre. Pourquoi la Terre? Pourquoi la Terre? Pourquoi l'homme existe sur la Terre? Pourquoi l'homme existe sur une planète qui est aux extrêmes physiques de la Voie lactée? Pourquoi l'homme est si éloigné des autres mondes matériels? Pourquoi l'homme est si éloigné des autres civilisations?
Pourquoi la Terre, physiquement, géographiquement, dans le système systémique actuel, est si éloignée des configurations spirituelles qui contribuent à l'évolution des unités systémiques qu'on appelle les ajusteurs de pensée, les séraphins, les chérubins, les archanges, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que l'homme doit subir, vivre et sentir, lorsqu'il est dans la vie, l'immensité du cosmos, et à cause de cette immensité, percevoir en lui une impuissance d'un tel ordre qu'il est obligé sur le plan psychologique de croire en un Dieu. Pour donner substance à son expérience, pour donner valeur à son expérience, afin qu'il puisse sur la terre poursuivre son développement d'être ou d'âme incarnée dans un corps, dans une civilisation, dans une race, à l'intérieur d'une mémoire raciale, ou dans un corps d'évolution extrêmement primitif qu'on appelle la société ambivalente. Et l'homme passe par ces phases historiques, qu'on appelle la Grèce antique, la Rome antique, l'Égypte antique, la Renaissance, l'industrialisation, 19e, 18e siècle, modernisation, 20e siècle, où la seule partie de sa conscience qui contribue à une forme d'évolution, c'est la partie mémorielle, c'est-à-dire l'aspect psychologique de son moi, alors que l'aspect mental, psychique de son être est totalement révolu, évolutif, sans substance, sans conscience et sans lien avec les plans occultes, c'est-à-dire forçant l'homme à ne pas connaître la raison pour laquelle il est sur la terre, ne sachant pas pourquoi il est ici, où il va et d'où il vient. Et ces trois fameuses questions, d'où venons-nous, qu'est-ce que nous faisons, où allons-nous, ce sont des questions qui sont fondamentales, que l'homme, dont l'homme a droit à une question, et jamais on ne lui a donné de question, de réponse. Pourquoi? Parce qu'on ne lui donnera jamais de réponse, parce que les plans veulent garder l'homme en inconscience, c'est-à-dire en soumission, parce que ça fait partie de l'agenda des plans de le dominer à travers sa conscience spirituelle, et c'est seulement lorsque l'homme commencera à se mettre en opposition intégrale et absolue avec les plans qu'il changera la vibration de sa pensée et que finalement il en arrivera à avoir une conscience vibratoire tellement élevée que même ce qu'on a appelé pendant l'évolution, les forces, les dieux, les sommités, les présences, seront obligés d'écouter ce qu'il a à dire parce que la connaissance, la science ne fait pas partie de l'ordre cosmique. La science, la connaissance, c'est une vibration qui fait partie de la conscience atomique de l'énergie, qui n'a rien à voir avec la domination des mondes et qui représente le seul plan de liberté qui existe dans le cosmos local et même dans les super-univers locaux, parce que ce que nous appelons la science et la connaissance est une façon d'interpréter la vibration de toute forme de conscience atomique, que ce soit sur le plan mental, astral, éthérique ou matériel. Donc il n'y a absolument aucune autorité dans le cosmos local ou même dans les grands univers locaux qui peuvent empêcher un homme de savoir à partir du moment où il a confronté les voiles de sa conscience évolutive, c'est-à-dire qu'il a mis finalement au rang ce que nous appelons pendant l'évolution les forces supérieures, les forces spirituelles ou les dieux qui ont servi à créer dans l'inconscient de l'évolution un panthéon absolument désagréable, absolument fantasmagorique et absolument illusoire pour un être humain en évolution de conscience qui doit un jour s'éveiller à sa réalité, prendre le contrôle de son évolution, mettre un thème à son incarnation pour finalement en arriver à une conversation autonome avec des êtres de son niveau, de son rang, pour en arriver un jour aussi à créer une civilisation à son niveau, au niveau de sa nobilité en tant qu'être de lumière. Pas fils de la lumière, être de lumière.
On a parlé pendant l'évolution des forces lucifériennes, on n'a jamais compris ce que veut dire le thème luciférien, parce que ce thème a été galvaudé, a été utilisé par les églises, par l'ésotérisme, par l'hermétisme. Mais je vais vous expliquer ce que veut dire les forces lucifériennes. Les forces lucifériennes, ce sont des énergies, des entités, des consciences très puissantes qui existent dans le cosmos local, dont la fonction est de créer une âme qui éventuellement puisse leur obéir. Une âme qui obéit à une conscience supérieure, c'est une âme incarnée, c'est une âme désincarnée en forme astrale, qui n'a pas le pouvoir de s'opposer catégoriquement, absolument, à une forme de conscience. Donc, un être luciférien ou une force luciférienne ou toute conscience luciférienne, c'est une conscience qui a un rôle à jouer sur le plan systémique, en relation avec des consciences unitaires comme celle de l'homme incarné sur une planète expérimentale, mais qui s'oppose à ce que l'homme puisse, de manière catégorique, se mettre en opposition avec eux. Et tant que l'homme ne pourra pas se mettre en opposition catégorique et développer ce que j'appelle une critique absolue sur le plan matériel, alors qu'il est incarné, il sera managé, géré, à un niveau ou à un autre, par des forces que j'appelle lucifériennes, c'est-à-dire des forces qui ont pour agenda le contrôle et la domination de son esprit, afin de pouvoir promouvoir sur la Terre une expérience animiste qu'on appelle le processus de l'incarnation de l'âme dans un corps animal. Ceci a duré pendant des siècles, ceci a duré pendant des millénaires, et c'est la raison pour laquelle l'homme, en tant qu'être sur le plan matériel, n'a aucune conscience universelle systémique, qu'il est totalement pris dans son ego, et qu'il est obligé pendant 10, 40, 50, 60 ans de se débattre à travers le travail, à travers les tromperies de la vie, pour finalement mourir, se retrouver en astral et revenir dans un processus cyclique à reconverser avec la vie qui n'est pas réelle, mais qui est une forme de mort temporelle. L'homme conscient en arrivera un jour à se mettre en opposition absolue, donc à développer une critique absolue à partir de son mental vibratoire par rapport à toutes les notions qui font partie de sa conscience subjective, où il préfère en tant qu'ego penser au lieu de créer une nouvelle voie pour les hommes, penser au lieu de créer une nouvelle façon d'être pour les hommes, penser parce que dans la pensée on se sécurise, alors que dans la création, on confronte. La création, c'est de la confrontation. Un homme qui ne confronte pas dans la création, ce n'est pas de la création qu'il fait, c'est de la réinvention. Un peu comme on fait à l'université. On réinvente, on replace des meubles, mais il n'y a aucune créativité. Toute forme de créativité implique une forme quelconque de confrontation. Donc un être qui a une conscience créative est un être qui forcément confronte le statu quo, c'est-à-dire le mode ou le protocole ou la codex des pensées qui font partie de l'évolution de la mémoire de la race, de la mémoire de sa race ou de la mémoire de l'humanité, dépendant à quel niveau il s'exécute et à quel niveau il oblige que les hommes, finalement, protègent leurs arrières en défonçant leurs devants. Donc l'idéalisation de la conscience spirituelle, ce sera le grand travail de l'homme nouveau et ça fait partie de son évolution. Et ceux qui auront aidé au lancement de ce travail verront que c'est un travail de longue haleine, qui ne fait pas partie de la conscience historique de l'homme,
mais qui fait partie de la conscience transhistorique de l'humanité.